Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte de la renaissance du plateau de Gizeh. Une transformation vraiment radicale est en cours, et elle est en train de redéfinir complètement la manière dont le monde interagit avec ces pyramides. Alors on va voir ensemble ce que ça donne, cette nouvelle expérience de visite qui se veut d'un tout autre niveau. Voici notre feuille de route pour cette exploration. D'abord, on va voir en quoi consiste cette nouvelle ère. Ensuite, on suivra le parcours d'un visiteur d'aujourd'hui, pas à pas. On s'arrêtera bien sûr sur les monuments emblématiques avant d'essayer de percer quelques secrets du Sphinx. Et on terminera avec une petite réflexion sur ce que tout ça signifie pour l'héritage de ce lieu absolument mythique. Alors, commençons par le début. Avant, l'arrivée sur le site de Gizeh, c'était souvent un peu le chaos, il faut bien le dire. L'objectif de ce projet était donc aussi simple qu'ambitieux, transformer cette approche en une expérience fluide, organisée et surtout respectueuse, une expérience digne de ce trésor de l'humanité. Et cette citation, elle résume tout. L'idée, ce n'est pas juste de réorganiser, c'est de laisser la majesté brute des pyramides occuper toute la place, sans les distractions qu'il pouvait y avoir avant. C'est vraiment un changement de philosophie pour chaque personne qui vient ici. Alors, concrètement, ça se passe comment une visite aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, suivons ensemble le nouveau parcours, étape par étape, et vous allez voir la différence est saisissante. Ce nouveau parcours est d'une fluidité remarquable. D'abord, on laisse sa voiture dans un parking sécurisé. De là, des bus électriques, donc silencieux et non polluants, nous amènent jusqu'au tout nouveau centre d'accueil. C'est bien plus confortable et ça préserve le site. Une fois à l'intérieur, on trouve des guichets, des bornes automatiques et même une petite exposition pour se mettre dans l'ambiance avant le grand spectacle. Voici les tarifs pour accéder au plateau. Un point très important à noter, ce billet donne accès à l'ensemble du site extérieur. Si on veut entrer à l'intérieur d'une des pyramides, il faut acheter un billet séparé, et ça se fait directement sur place. Allez, quelques informations pratiques. Le site est ouvert de 8h à 17h, mais attention, la billetterie, elle, ferme à 16h. Le petit conseil, c'est de réserver ses billets en ligne pour éviter de faire la queue. Ah, et une info de dernière minute, la pyramide de Képhren est actuellement en restauration, donc fermée au public, mais celle de Khéops et de Mykérinos reste accessible. Bon, les billets sont en poche, il est temps de remonter dans notre bus électrique. Le circuit a plusieurs arrêts clés, et le tout premier, il offre l'un des panoramas les plus photographiés de la planète. Et nous y voilà, le point panoramique. C'est d'ici qu'on a cette vue incroyable, à couper le souffle, des 3 pyramides parfaitement alignées. Mais ce n'est pas qu'un simple point de vue, c'est devenu une véritable station de service, avec des cafés, des distributeurs, et surtout le point de départ officiel et encadré pour les balades à cheval ou à dos de chameau. Et ça, c'est un autre changement majeur. Fini les négociations à n'en plus finir. Les prix des balades sont maintenant officiels, fixes et clairement affichés. Il faut bien comprendre que ce tarif, c'est pour 1 heure complète. Et c'est par monture ou par calèche entière, pas par personne. Ça change tout en termes de clarté. Allez, on s'approche. On va se tenir au pied de ces géants. Ce sont les demeures éternelles des grands pharaons de la 4e dynastie. On a d'abord Mykérinos, la plus petite, qu'on reconnaît à son parement de granit sur la base. Au milieu, Képhren. C'est la seule qui a encore tout en haut son revêtement de calcaire lisse d'origine. Et puis, il y a la grande pyramide, celle de Khéops, la plus ancienne et la plus colossale de toutes. Pour vraiment saisir l'échelle de la grande pyramide, il faut regarder les chiffres. Et là, c'est juste stupéfiant. Elle a été construite avec environ 2 300 000 blocs de pierre. On a du mal à se représenter un chantier pareil. Et sa taille était tellement hors norme que, pendant près de 4 millénaires, 3800 ans, elle est restée la plus haute construction humaine sur Terre. Un règne d'une durée absolument incroyable. Mais ce n'est pas seulement la taille, c'est la précision qui est folle. Les constructeurs ont dû poser environ 800 tonnes de pierre chaque jour pendant 20 ans. Les joints entre les pierres de parement, à l'extérieur, étaient si fins qu'on ne pouvait même pas y glisser une carte de crédit. Et le sarcophage, il est trop grand pour passer par les couloirs. Ça veut dire qu'il a été placé dans la chambre du roi et que la pyramide a été construite autour de lui. C'est juste dingue. Allez, notre prochain arrêt nous mène devant le gardien le plus énigmatique du plateau. On va essayer de démêler un peu la véritable histoire du grand Sphinx et son lien avec la pyramide de Képhren juste derrière. Mais avant de rencontrer le Sphinx, il faut comprendre son voisin immédiat, le temple de la vallée de Képhren. Cette structure, construite avec des blocs de granit colossaux, c'était en quelque sorte le point de départ du dernier voyage du roi. C'est ici qu'avaient lieu les grands rituels, comme la momification, qui préparait le pharaon pour l'au-delà. Et c'est le moment de s'attaquer à l'une des légendes urbaines les plus tenaces de l'histoire. On a tous entendu ça, les soldats de Napoléon auraient utilisé le Sphinx comme cible pour leur canon, lui faisant perdre son nez. Mais est-ce que c'est vrai?
Eh bien, les preuves historiques sont limpides. Un historien a écrit que le nez avait déjà disparu au XVe siècle. Et puis il y a ce dessin, fait par un explorateur en 1737, plus de 60 ans avant l'arrivée de Napoléon. Et sur ce dessin, le sphinx n'a déjà plus de nez. Le verdict est donc sans appel. Napoléon et son armée sont innocentés. Ce mythe populaire, aussi répandu soit-il, est complètement faux. Affaire classée. Si on regarde attentivement entre les pattes du sphinx, on peut voir une grande stèle de granit, c'est la stèle du rêve. Elle raconte une histoire fascinante, celle d'un jeune prince, Thoutmôsis IV, qui s'est endormi à l'ombre du sphinx. En rêve, le sphinx lui est apparu et lui a promis le trône d'Égypte s'il le libérait du sable qui l'enterrait. Thoutmôsis a tenu sa promesse et il est devenu pharaon. Voilà, notre visite touche à sa fin, mais l'histoire de Gizeh, elle, est sans fin. Terminons en réfléchissant un peu à l'héritage de ce site, un lieu qui captive l'humanité depuis des millénaires. Finalement, ce projet de réaménagement massif, c'est bien plus qu'une question de confort ou d'organisation. L'idée de fond, c'est de restaurer un sentiment de respect et de révérence, pour s'assurer que Gizeh continue d'inspirer l'émerveillement pour les générations futures. Cette magnifique citation sur le sphinx capture parfaitement ce sentiment. Se tenir devant ces monuments, c'est ressentir une connexion incroyable avec le passé lointain. Ils sont les témoins silencieux de l'histoire, de la montée et de la chute des empires. Et tout ça nous laisse avec une question finale. En organisant et en modernisant l'accès à Gizeh, est-ce qu'on change notre connexion avec son histoire ou est-ce qu'on la rend simplement plus lisible, plus claire pour les générations à venir? C'est une bonne question à se poser.